23h à Abidjan, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest célèbre ses 60 ans. Les festivités ont lieu à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Une cérémonie marquée par un symposium ce 24 novembre 2022. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliès Koné y prenait part aux côtés du Premier ministre Amadou Ba. La Marine nationale vient de se doter d'un nouveau patrouilleur. Le navire a été baptisé Contre-Amiral Fadika, du nom du premier officier ivoirien de la Marine nationale, Lamine Fadika. Cette cérémonie d'entrée officielle du navire a eu lieu à l'état-major de la base navale au plateau. C'était en présence de la ministre Kandia Kamara. Bientôt les fêtes de fin d'année. Pour sécuriser cette période, l'opération Épervier 8 vient d'être lancée. Ce sont plus de 3500 agents issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire qui seront déployés sur tout le territoire national. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec cette information concernant la Banque centrale. Donc, faut monter. Il est 23h à Abidjan. Bienvenue dans votre édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ses 60 ans. Les festivités ont lieu à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Une cérémonie marquée par un symposium ce 24 novembre 2022. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliès Koné y prenait part aux côtés du Premier ministre Amadou Ba, qui représentait le chef de l'État sénégalais. La Marine nationale vient de se doter d'un nouveau patrouilleur. Le navire a été baptisé Contre-Amiral Fadika, du nom du premier officier de la Marine nationale, Lamine Fadika. Cérémonie d'entrée officielle du navire à l'état-major de la base navale au plateau. Nous nous y rendrons tout à l'heure. Mais avant, on parle des fêtes de fin d'année qui se préparent. Pour sécuriser cette période, l'opération Épervier 8 vient d'être lancée. Ce sont plus de 3500 agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des forces armées de Côte d'Ivoire qui seront donc déployés sur tout le territoire national à cet effet. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ses 60 ans. Les festivités ont lieu à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Une cérémonie marquée par un symposium ce 24 novembre 2022. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliès Koné y prenait part aux côtés, comme je vous le disais tantôt, du Premier ministre Amadou Ba, qui représentait donc le chef de l'État sénégalais à cette cérémonie. Envoyés spéciaux au Sénégal, Adama Koné et Ulrich Adongo. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a 60 ans. Elle marque l'événement par un symposium à Dakar dans un contexte particulier. Aucune analyse n'avait prédit l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie mondiale, ni le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. De même, personne n'avait anticipé l'ampleur de la crise sécuritaire que connaît notre sous-région depuis quelques années. Le vice-président ivoirien, à l'ouverture de cette rencontre scientifique de banquiers, invite les participants à considérer le parcours de la Côte d'Ivoire. Un exemple qui pourrait servir à codifier la démarche à suivre face aux défis. Avant la pandémie de la Covid-19, la Côte d'Ivoire avait connu 8 années de croissance robuste et continue de plus de 7% par an. Ces performances ont eu pour effet une hausse de plus de 40% du revenu par habitant
entre 2012 et 2019. Si la détérioration de la conjoncture économique mondiale liée à la crise sanitaire et aux tensions géopolitiques a affecté négativement cette dynamique, l'économie ivoirienne a fait preuve de résilience en renouant dès 2021 avec son trend de croissance. En dépit de ces contraintes, le gouvernement met tout en œuvre pour maintenir un taux de croissance compatible avec les exigences d'un développement inclusif. Cette ambition au service d'un processus de développement inclusif est placée au cœur du Plan national de développement 2021-2025. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, comme pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de parvenir à une transformation structurelle de l'économie est un enjeu stratégique de promotion du développement qui demeure une constante préoccupation de tous les pays membres de l'UEMOA. À cela, il faut ajouter l'importance du financement de l'économie. Et le Premier ministre sénégalais, représentant le président Macky Sall, de lancer un appel. Je voudrais partager quelques axes de réflexion en vue de favoriser un meilleur financement adéquat de nos économies et renforcer la crédibilité de notre monnaie commune. Premièrement, le renforcement de la coordination entre les politiques budgétaires et la politique monétaire commune. Deuxièmement, face aux défis du changement climatique, la Banque centrale pourrait également contribuer à mieux identifier les risques financiers liés au climat sur le marché. Enfin, la diversification des sources de financement des économies constitue une piste à explorer. Dans ce cadre, la finance islamique offre des opportunités importantes pour répondre aux besoins de financement des États. Le symposium du soixantenaire précède la cérémonie officielle d'installation du gouverneur Jean-Claude Brou. Il devra être soutenu dans ses fonctions. Son prédécesseur y tient et demande aux banquiers centraux de lui ouvrir leurs portes. Je voudrais aussi le dire et prier les gouverneurs de banque centrale ici présents de l'accueillir chaleureusement dans ce club très élitiste et de le soutenir dans ses missions avec tout le brio et toute la confiance qui règne dans cette enceinte. La BCEAO, institution des missions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe 8 pays avec en commun une monnaie, le CFA, le franc de la communauté financière d'Afrique. Retour en Côte d'Ivoire où l'État durcit les peines de la cybercriminalité. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'adopter le projet de loi modifiant la loi relative à la lutte contre ce phénomène. Le texte a été présenté par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Il fixe de nouveaux délais pour les peines d'emprisonnement et de nouveaux montants pour les peines pécuniaires. C'est ce que nous rapporte Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire veut renforcer son arsenal juridique dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Le projet de loi de 2013 relatif à la lutte contre la cybercriminalité connaît donc des modifications. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique explique les raisons aux députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le dispositif répressif actuel comporte des peines privatives de liberté et des peines d'amende qui se révèlent aujourd'hui peu dissuasives eu égard à la criminalité cybernétique qui persiste et devient multiforme. En vue d'un durcissement conséquent de la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité, facilité par les nouveaux médias sociaux, il est nécessaire de réviser opportunément le quantum des peines présentement encourues par les autres infractions. Durcit donc les peines d'emprisonnement et pécuniaires en vue de freiner tout acte illicite sur Internet. C'est l'objectif de ce projet de loi modificatif. Ce qui peut être puni dans le réel peut l'être dans le virtuel, doit l'être dans le virtuel, et que le virtuel n'est pas un endroit où il n'y a pas de texte, où il n'y a pas de loi. Voilà le sens du durcissement de ce texte
de ce doublement du quantum des peines en ce qui concerne les actes de cybercriminalité. Le projet de loi modifiant la loi 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité a été adopté à l'unanimité. Et la Marine nationale vient de se doter d'un nouveau patrouilleur. Le navire a été baptisé, je vous le disais en titre, contre-amiral Fatiga, du nom du premier officier ivoirien de la Marine nationale, Lamine Fatiga. La cérémonie d'entrée officielle de cet équipement qui vient rehausser donc le niveau de réponse aux menaces sécuritaires a eu lieu à l'état-major de la base navale, c'est au plateau. C'était en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et le compte-rendu est signé Walter Amadou Ouattara. P400. Ce patrouilleur de haute mer appartient désormais à la flotte navale ivoirienne. Par ce geste, la ministre d'État, Kandia Camara, avec l'appui du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, baptise le navire. Une bouteille de champagne qui explose sur le côté du bateau est une vieille tradition qui conjure le mauvais sort, donc protège l'embarcation et son équipage. Mais bien avant, le P400 a été présenté par le vice-amiral Célestin Nguessan Kwame, chef d'état-major de la Marine nationale. Dans une poursuite plus globale, prenant en compte la lutte anti-sous-marine contre toutes les menaces qui pourraient mettre à mal les fondamentaux de la nation ivoirienne. L'entrée en service actif de ce patrouilleur de haute mer, accueilli ici même le 6 octobre dernier, apportera une valeur ajoutée à cette lutte grâce à sa large autonomie d'au moins 16 jours et un rayon d'action d'environ 8000 km. Ce patrouilleur est baptisé contre-amiral Fatiga. C'est un honneur au contre-amiral Lamine Fatiga, premier officier ivoirien de la Marine nationale. Au nom de cet homme d'État émérite, sa fille a exprimé sa reconnaissance. Symbole de gratitude également pour l'équipage qui a mené avec professionnalisme le bateau à bon port. Tous les 25 membres ont reçu une distinction dans l'ordre du mérite maritime. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de la Défense ont relevé les efforts consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, pour une bonne image de l'armée dans son ensemble. Je voudrais me tourner à présent vers l'équipage du patrouilleur contre-amiral Fatiga. À force de courage, de persévérance et de dextérité, vous avez réussi à ramener ce bateau-navire de Concarneau en passant par Brest, Casablanca et Dakar. Et ce bateau est ici aujourd'hui. Pour y arriver, vous avez dû braver des eaux tumultueuses. Félicitations à vous tous. Long de 54,8 mètres pour 8 mètres de large, avec un déplacement de 480 tonnes en charge, le P400 est le fleuron de la flotte navale de l'armée. Il vient compléter à 5 la dotation ivoirienne en navires de surveillance et de défense. On parle sécurité toujours. Bientôt les fêtes de fin d'année. L'opération de sécurisation dénommée Épervier se remet donc en marche pour permettre aux populations de passer cette période de fête en toute quiétude. L'opération Épervier 8 vient d'être lancée et ce sont plus de 3500 agents issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire qui seront donc déployés sur toute l'étendue du territoire national. Cérémonie de lancement dans la commune du Plateau. On y va tout de suite avec Amadou Walter Ouattara. Cet espace, connu sous l'appellation Sorbonne, dans la commune du Plateau, abrite la cérémonie de lancement
de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année. Il s'agit de l'épervier 8. À partir de cet instant, l'opération est active et se tient de façon synchronique sur l'ensemble du territoire national. Ce, jusqu'aux vacances scolaires prochaines. Dans de la lutte contre la grande criminalité sur l'ensemble du territoire national. Faut-il le rappeler, les défis sécuritaires demeurent immenses, avec les menaces terroristes à nos frontières. Ainsi, l'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de planifier, de coordonner et de conduire en parfaite synergie des stratégies de prévention et de répression de la grande criminalité. 3600 agents issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour assurer le succès de l'épervier 8, ce qui rassure visiblement les citoyens. C'est une bonne initiative, si ça peut continuer, c'est bon. Ça va sécuriser et nous-mêmes et nos biens. Un mois, on a eu l'impression de ne pas être en sécurité en Côte d'Ivoire, surtout en Abidjan. Ça a amélioré un peu. Il faut qu'on va librement à nos occupations. Pour Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les opérations éperviers constituent des stratégies conjointes et efficaces de lutte contre la criminalité. Elles s'inscrivent dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite que chaque jour, la quiétude des populations soit parfaitement renforcée. Je voudrais simplement rappeler qu'au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire, qui oscillait autour de 4 à 5 sur l'échelle que vous connaissez, aujourd'hui est à 1,2, l'un des meilleurs indices au monde. Nous sommes là pour vous, chère population. Mais aussi, nous veillons sur votre sécurité. À ce titre, votre collaboration est importante. Dès que vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre environnement, ayez le réflexe de prévenir les forces de défense et de sécurité. C'est là votre contribution. À la fin de ce lancement a été présenté un échantillon des résultats des actions de vacances sécurisées 7 lancées à Port-Boué. Et en cette période de fête de fin d'année, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le ministère des Ressources animales et halieutiques sensibilisent éleveurs consommateurs pour une alimentation saine. À cet effet, eh bien, la journée nationale de renforcement de la veille sanitaire a été lancée mercredi. C'était à Bingerville. On y va avec Jean-Louis Wangbo. 600 millions d'individus dans le monde, soit une personne sur 10, tombent malades après avoir ingéré des aliments contaminés, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Chaque année, ce sont plus de 400 000 personnes qui décèdent à cause des maladies d'origine alimentaire. Et les périodes de forte consommation, comme les fins d'année, sont les moments propices à la prolifération de ces maladies. Le renforcement de la surveillance sanitaire au cours de cette période est plus qu'une nécessité. Pendant cette période de fête de fin d'année, les consommateurs vont manger beaucoup plus de protéines, notamment la viande, le poisson, le poulet. Ça veut dire que si ces denrées-là sont contaminées, ils peuvent être exposés au risque. Donc c'est une période à risque. Alors il faut donc renforcer la surveillance de ces produits-là. À la faveur de la Journée mondiale de la résistance antimicrobienne et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques lui-même qui est venu tirer la sonnette d'alarme et lancer la sensibilisation. Pour ce qui concerne les consommateurs, je vous exhorte à ne pas acheter la volaille en bordure de route, à acheter la viande sur laquelle est apposée une estampille, c'est-à-dire un cachet alimentaire, et à vérifier les dates de péremption des aliments. Pour ce qui concerne les éleveurs, je vous encourage à consulter régulièrement votre vétérinaire conseil. Pour les transformateurs, je vous invite à abattre vos animaux dans des abattoirs agréés et surtout à respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Cette sensibilisation à la veille sanitaire s'est faite avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO.
En 2021, cette opération avait permis notamment de lutter contre les abattages clandestins, la vente illicite de volailles vivantes ou encore la vente des médicaments frauduleux. La deuxième édition des Journées de la fonction publique se prépare hâtivement. Ce sera du 28 novembre au 1er décembre prochain. Et bien, avant l'heure, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, était face à la presse nationale et internationale pour la cérémonie de lancement officiel de ces journées. On en parle avec Grace Kando. C'est parti pour la deuxième édition des Journées de la fonction publique. Elles se tiendront du 28 novembre au 1er décembre. La ministre de la fonction publique situe les enjeux de ces journées au cours d'une rencontre avec la presse. La célébration de la deuxième édition intervient dans un contexte particulier, marqué par la signature de l'accord portant trêve sociale et les décisions historiques du président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Les journées de la fonction publique visent à célébrer et à promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Cette deuxième édition offrira une double opportunité aux fonctionnaires. Rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'administration, et affirmer clairement leur engagement dans la transformation qualitative de notre administration publique. Plusieurs temps forts vont meubler ces journées de la fonction publique. Entre autres, une conférence inaugurale qui sera prononcée par le Premier ministre autour du thème « Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ». Également au menu, des panels et des ateliers cliniques et des cérémonies éclatées de décoration. Voilà, rendez-vous donc du 28 novembre au 1er décembre prochain pour les journées de la fonction publique, ici même à Abidjan. L'opération de la révision de la liste électorale a démarré depuis le 19 novembre dernier, vous le savez, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Pour optimiser l'enrôlement, eh bien, la CEI rencontre les populations pour des séances de sensibilisation. Notez que le premier vice-président a rencontré guides religieux, leaders politiques, leaders de jeunesse dans la commune d'Adjamé. On fait le point avec Laure Goretti et Jean-Marc Diadi. La commission électorale indépendante au contact des populations pour sensibiliser sur la révision de la liste électorale. Le premier vice-président de l'institution a rencontré guides religieux, leaders politiques et responsables de jeunesse d'Adjamé. Tout processus électoral commence toujours par la liste électorale. Sans liste électorale, pas d'élection. Donc nous sommes venus demander aux populations, avec à sa tête son maire, d'aller faire passer le message auprès des jeunes et des anciens qui ne sont pas encore sur la liste pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur la liste électorale. Ils sont sensibilisés sur l'enrôlement sur la liste électorale et devront à leur tour relayer le message dans leur communauté. Le premier magistrat de la commune, Soumaoro Farikou, a exprimé son engagement à accompagner l'opération. Je suis accompagné des leaders des autres partis politiques, frères et sœurs de la commune. Nous avons bien saisi le message de la CEI et nous allons nous déporter dans nos différents quartiers pour sensibiliser la population pour qu'elle aille se faire recenser. L'occasion est trouvée aussi pour les populations de présenter leurs préoccupations et d'être éclairées par le vice-président et son équipe. L'opération de la révision de la liste électorale se tient sur 21 jours et prend fin le 10 décembre prochain. Et justement, sur le terrain politique, le secrétariat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix indique la feuille de route à ses superviseurs. Ils sont envoyés sur le territoire national pour faciliter la tâche aux secrétaires départementaux et aux secrétaires de section. Leur mission est bien encadrer les différents responsables du parti. Éric Goré. Le secrétariat exécutif du RHDP prépare la feuille de route
des superviseurs. Ils seront sur le terrain pour accompagner la révision de la liste électorale de ce parti politique. Leurs tâches sont définies dans cette feuille de route. Pour qu'ils soient efficaces sur le terrain, Cissé Bakongo et ses hommes ne veulent rien lâcher. Ils suivent avec intérêt toutes les différentes étapes du processus. Ces superviseurs ont pour mission d'encadrer de façon efficace les secrétaires de section et les secrétaires départementaux. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit donc sur l'ensemble du territoire national. À Ndoussi, localité de la région de la Libye-Tiassa, le ministre de la Santé, Pierre Demba, superviseur régional du RHDP, multiplie les rencontres. Il a récemment échangé avec les secrétaires départementaux du RHDP qu'il a invités à être des personnes actives donc sur le terrain pour amener les populations à prendre part à cette opération. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ungudimba, président du conseil régional de Langébi-Tiassa, par ailleurs superviseur régional du RHDP de l'opération de révision du listing électoral en séance de travail avec les secrétaires départementaux. L'objectif de cette rencontre est de les amener à faire enrôler le plus grand nombre d'électeurs pour la réussite de l'opération de la révision de la liste électorale. Pierre Demba les a donc mis en mission en vue d'un quota conséquent d'enrôler par département de nombreux électeurs. La mission que nous avons, c'est vraiment d'aller partout, identifier nos frères et sœurs qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas sur la liste électorale, à l'effet donc de s'inscrire sur cette liste électorale, parce que ce soit pour l'année 2023, pour les élections locales, et 2025, nous, dans la Langébi-Tiassa, nous voulons démontrer que nous avons désormais compris et que nous avons adhéré massivement au RHDP grâce au travail colossal qu'a le président Alassane Ouattara et son parti. Une enveloppe de 12 millions de francs CFA a été mise à la disposition des 11 secrétaires départementaux du RHDP que compte la région. Un appui qui va les aider à réussir l'inscription d'au moins 5 000 nouveaux électeurs dans Langébi-Tiassa. Notons que pour cette opération, la commission électorale indépendante ambitionne d'inscrire sur la liste électorale 5 millions de nouveaux électeurs. On faisait le point avec Abou Sanogo. On évoque à présent cet acte de solidarité à l'endroit des parents et des élèves du secteur Champrous dans la commune de Marcory. Plus de 500 enfants ont reçu des kits scolaires, dont de l'ex-footballeur international Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Une action soutenue par Traoré Salif, dit Assalfo, et dont l'objectif, selon le donateur, est d'améliorer le niveau intellectuel des élèves issus de ce quartier. On en parle avec Frédéric Oulaï et Issaïou. Quartier béni, commune de Marcory. Plus de 500 enfants reçoivent des kits scolaires, des manuels scolaires composés des cahiers, des livres et des cartables. Ces dons viennent soulager les élèves et parents du quartier. Je remercie Papa Ben Badi d'avoir distribué ces cadeaux. Nous allons faire bon usage. J'avais porté, j'avais écrit, j'avais même mon goûter dedans. Ces dons viennent à point nommé pour aider ces parents qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Pour le donateur, l'ex-international ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Bati, ce geste est un devoir de reconnaissance envers la population. Dans mon enfance, j'ai eu besoin de kits scolaires. En notre temps, nos parents le faisaient, mais bon, il est important aussi qu'on vienne leur offrir ça ici et leur dire aussi de travailler à l'école pour qu'on puisse faire davantage. L'initiative du champion d'Afrique 92 est saluée par ses pairs et l'artiste Traoré Salif, dit Assalfo, parrain de cette action sociale. On n'a vu que des sourires aujourd'hui, on a vu des enfants heureux, très heureux. Et rendre un enfant heureux, ça n'a pas de prix. C'est un héritage que nous donnons à nos enfants parce que parmi ceux qui sont là ce matin, c'est un rêve un jour de pouvoir venir offrir aussi des kits scolaires dans leur quartier. Donc c'est non seulement une symbolique pour nous, mais c'est aussi un geste à louer. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter encore Abdoulaye pour cette initiative. Cette activité n'est pas la première du genre de l'ancien Goliador de la